Alors bonjour tout le monde. Grande nouvelle dans le cercle des gens qui sont les observateurs de la politique américaine. Il y a le célèbre Alan Lichtman qui est un historien qui a développé un modèle de 13 clés qui permet de prédire les élections présidentielles américaines depuis 1980. Alors ceux qui sont habitués de cette chaîne, ceux et celles, vous savez qu'on en parle souvent. Juste un petit rappel, M. Lichtman, historien de profession, est quelqu'un qui avait beaucoup admiré le travail fait par des séismologues japonais qui avaient développé un modèle qualitatif pour prédire des séismes, des tremblements de terre. Et il avait dit pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose mais en politique. Donc pendant plusieurs années, il s'est attelé à développer un modèle qui se voulait universel et qui était capable de rétro-prédire les élections passées avec perfection, donc depuis la Constitution américaine, et qui s'est mis à partir de 1980 à prédire des élections présidentielles et les a toutes prédites correctement, sauf Bush contre Gore. Et comme je vous dis, c'est un petit peu un match nul, Bush contre Gore, parce que de plusieurs points de vue, Gore a gagné, mais bon, la Cour suprême a refusé de compter les votes. J'embarque pas dans cette controverse-là, je veux juste dire que si vous me dites que quelqu'un a prédit toutes les élections présidentielles à part Bush contre Gore, j'aurais envie de vous dire, bon, mais il n'était pas le seul. Alors, il a prédit Trump en 2016, il a prédit Biden en 2020. Comme je vous dis, ces clés se tiennent loin des sondages, se tiennent loin des opinions, se tiennent loin de toutes sortes de bruit qui peut interférer avec les prédictions. Donc, je vais vous montrer où ces clés se sont rendues. D'abord, la breaking news, c'est que Harris va l'emporter selon ce modèle, qui, encore une fois, ne s'est pas vraiment encore trompé, à part dans le cas de Bush contre Gore. On va les regarder. Je les présente encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, mais de toute façon, quand on en parle, souvent, ça vaut la peine d'en reparler. Donc, ce modèle permet de prédire qui va l'emporter en se basant sur la notion que le candidat qui détient la Maison-Blanche, donc le candidat dont le parti détient la Maison-Blanche, doit emporter plus de clés que le candidat qui vient du parti qui ne détient pas la Maison-Blanche. Donc, on a besoin de 8 clés pour que Kamala Harris l'emporte et on a besoin de 6 clés du côté de Donald Trump pour l'emporter. Alors, il était live, il expliquait exactement où chacune de ces clés tombe. Donc, on commence par des gains dans les élections de mi-mandat. Alors, les élections de mi-mandat sont les élections qui se tiennent entre les élections présidentielles. Aux États-Unis, il y a des élections aux 2 ans. À tous les 2 ans, on remplace l'entièreté de la Chambre basse, on remplace un tiers du Sénat et une fois sur 2, on vote pour le président. Car le mandat des députés de la Chambre basse est de 2 ans, d'où l'élection aux 2 ans. Les mandats du président, de la présidente durent 4 ans et les mandats des sénateurs durent 6 ans. Alors c'est pourquoi à tous les 2 ans, on organise des élections. Et une fois sur 2, on élit la présidence. Une fois sur 2, on élit seulement la Chambre basse et un tiers du Sénat, mais également à toutes ces élections aux 2 ans, il y a peut-être la moitié des gouverneurs des États. On élit souvent la Chambre basse, le Sénat des États. On va élire les procureurs généraux, les juges. Comme je dis souvent, le bulletin de vote aux États-Unis, c'est un petit feuilleton de plusieurs pages. C'est très, très long remplir. Ça, c'est pas juste. On vote pas juste pour une personne, on vote pour une dizaine. Alors, souvent, on parle de down ballot et de up ballot ou up the ticket, down the ticket. Pour les positions les plus importantes, sont votées en premier, puis on descend jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on dit up and down the ballot. Quand quelqu'un vote républicain ou démocrate, up and down the ballot, ça veut dire que toutes les positions votent démocrate, toutes les positions votent républicain. Donc, les élections de mi-mandat, c'est des élections très étudiées qui ont lieu 2 ans après l'élection d'un président. La plupart du temps, il y a des gains importants lors de ces élections par rapport à l'élection du président parce que ça tombe un peu sur le sens. Le président a été élu dans une vague. Souvent, cette vague va avoir voté plus fort pour les représentants de son parti à la Chambre basse. Et lors des élections de mi-mandat, souvent, on va vouloir lancer un message ou les supporters, les électeurs ou de la présidente sont moins motivés parce que l'élection présidentielle motive plus, ils ont gagné, sont contents, alors que de l'autre côté, on préparait notre revanche. Alors, bien souvent, les élections de mi-mandat
on observe des gains du côté du parti qui n'a pas gagné la présidence. Par contre, cette clé ne parle pas d'élection de mi-mandat par rapport à l'élection 2 ans plus tôt, mais plutôt de 4 ans plus tôt. Donc, d'élection de mi-mandat en élection de mi-mandat, y a-t-il eu des gains du côté du parti opposition au président? Et la réponse dans ce cas-ci, c'est oui. Alors, c'est pour ça que c'est une clé qui avantage Donald Trump pour ce qui est des gains aux élections de mi-mandat. Ensuite, aucune primaire, c'est-à-dire aucune investiture du côté du parti de la présidence, et c'est le cas parce que Kamala Harris l'a emporté sans que personne ne se présente contre elle. Cette clé prévoit que le critère, c'est 2/3 du vote. Alors, il peut quand même y avoir une primaire, mais si personne ne remporte, si la candidate est choisie avec plus de 2/3 du vote, on considère qu'il n'y a pas vraiment eu une vraie primaire. Donc, cette clé-là est à l'avantage de Kamala Harris. Il n'y a pas vraiment eu, parce qu'il n'y a pas eu de dissension du côté du parti au pouvoir. Ensuite, est-ce que c'est le président ou la présidente qui se représente à sa propre élection? La réponse ici, c'est non. Ce n'est pas Joe Biden, c'est Kamala Harris. Donc, une deuxième clé tombe pour Donald Trump. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il y a la quatrième clé, est-ce qu'il y a un tiers parti? Alors, comme plusieurs d'entre vous le savez, RFK Jr. s'est présenté, s'est retiré, mais le critère, c'est pas simplement qu'il existe quelqu'un qui se présente, c'est cette personne doit réunir au moins 5% des votes au national. Ce n'est pas du tout là où risque de terminer M. Kennedy. Pour rappel, on ne se présente pas à la présidence au fédéral, on se présente à la présidence dans les 50 États. M. Kennedy n'est pas présent dans les 50 États, donc les chances qu'il remporte 5% des votes nationaux sont, pour ainsi dire, nuls, parce qu'il est déjà à peu près à 5% dans les sondages, mais ça se traduit rarement par des votes. C'est la plupart du temps, les tiers partis reçoivent moins de votes le jour du vote. Donc, ajouter à ça le fait qu'il s'est retiré dans plusieurs États, qu'il n'est pas vraiment là, il n'y a pas de tiers parti. Cela avantage le candidat de la présidence parce que ces clés voient l'existence d'un tiers parti comme étant un signal supplémentaire de mécontentement populaire face à la présidence, ou plutôt du parti qui détient la présidence. Ensuite, les clés économiques relativement moins bien comprises. Donc, on parle d'une économie à court terme forte qui est définie par ne pas être en récession au moment de l'élection. Alors, comme on l'a dit, le dernier trimestre qui s'est soldé en juillet s'est conclu avec une croissance positive. Or, une récession requiert 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Cela n'est plus possible. Avant l'élection, M. Lichtman se gardait une petite marge de manœuvre au cas où il y a vraiment une espèce d'effondrement économique. Ce n'est pas le cas. Alors, il décrète, non, nous sommes prêts à dire cette clé est bleue et donc démocrate. Économie à long terme forte qui se définit par une croissance économique moyenne supérieure à la croissance économique moyenne des 2 mandats précédents en dollars constants. Donc, c'est le cas. La croissance sous Joe Biden a été plus importante que la croissance sous Donald Trump et le deuxième mandat de Barack Obama combiné. Ensuite, grand changement de politique, on parle au sens de législation. Clairement, les démocrates avaient un menu législatif agressif, ont passé beaucoup de lois qui étaient très différentes de Donald Trump. Et comme je le dis souvent, même les plus grands fans de Donald Trump vont bien concéder que Joe Biden n'est pas Donald Trump et a gouverné de façon fort différente de Donald Trump. Cette clé ici, la clé numéro 8, était l'instabilité sociale, était ce qui inquiétait le plus. C'est la moins certaine. Donc, on s'attendait lors de la convention démocrate qu'il y aurait peut-être des émeutes en raison de la guerre à Gaza. Ça ne s'est pas produit. Et M. Lichtman, et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui lui a permis de faire sa prédiction. Il dit, si ce n'est pas arrivé à la convention et c'est pas en train d'arriver maintenant, cela n'arrivera pas. C'est pas tellement que ça ne va pas arriver, mais c'est comme, il est trop tard pour que cette clé fasse son effet. Donc, cette clé tombe également pour Kamala Harris. Ensuite, la question du scandale. Le scandale doit être personnel et il doit toucher le président directement. Et il doit être d'ampleur telle que les membres de son parti reconnaissent le scandale et le dénoncent. Et cela crée de la division du côté du parti au pouvoir. Ce n'est pas le cas, car même si les républicains ont tout fait pour y arriver, ils n'y sont pas arrivés. On saute par-dessus les 2 questions de succès militaire et échec militaire, car je veux vous parler des leaders, des candidats charismatiques. Charismatique, c'est
le critère d'Alan Lichtman, c'est une fois par génération, quelqu'un qui est tellement charismatique qui va chercher de larges pans de l'autre côté. Alors, il ne cite que 2 candidats ayant rencontré ce critère dans l'ère moderne, soit FDR et Ronald Reagan, parce qu'il y avait bel et bien des Reagan démocrates, des gens qui étaient des démocrates, mais qui avaient voté pour Reagan parce qu'ils étaient emballés par son caractère optimiste et positif et charmeur. Et la même chose pour le côté démocrate. Donc, ni l'un ni l'autre des candidats le rencontrent. Donald Trump, bien qu'il soit parfaitement capable d'exciter sa base et la rendre extrêmement remplie de ferveur, il n'est pas pour autant capable d'aller chercher des votes démocrates. Vous ne pouvez pas me citer Tulsi Gabbard et RFK. Là. C'est pas assez de gens. C'est pas de ça dont on parle. On ne veut pas dire qu'il y a littéralement aucune personne qui était jadis démocrate qui va aller appuyer le candidat. Et de la même façon, c'est pas parce que des centaines d'avocats républicains, Condoleezza Rice, George Bush et autres républicains vont appuyer Kamala Harris que cela rencontre le critère d'Alan Lichtman. Donc, dans un cas comme dans l'autre, la réponse est non. Donc, est-ce que le candidat de la Maison-Blanche, du parti de la Maison-Blanche, est charismatique? Non, c'est donc une clé républicaine. Est-ce que le candidat de l'autre parti est charismatique? Est-ce que Donald Trump est charismatique selon la définition de cette clé? Non, donc avantage démocrate. Et c'est un peu ici qu'Alan Lichtman l'a laissé dire, regardez, la 8e clé a été atteinte, je prédis Kamala Harris. Maintenant, il reste la question de, est-ce qu'il y a eu un grand échec militaire? Il est tenté de dire oui parce que la guerre à Gaza veut pas pour le prestige des États-Unis. C'est pas bon du tout, mais il dit, tu sais, ça pourrait changer avec un accord de cessez-le-feu. Mais il dit, dans le fond, c'est un peu impertinent. Je veux bien les coter maintenant, mais puisque j'ai suffisamment de clés pour déclarer Kamala Harris vainqueur, je le fais. Puis il dit, en plus, si moindrement qu'il y avait des facteurs mitigants ici, il dit ça pourrait devenir une victoire éclatante. Donc, il dit, victoire pour Kamala Harris, certainement. Victoire éclatante, possiblement. Si, par exemple, ici, on se retrouvait avec un cessez-le-feu à Gaza et si on se retrouvait... parce qu'il disait il y a un gain important en Ukraine, peut-être, parce que Joe Biden est un peu envers contre tous, a insisté fortement pour que l'Ukraine soit défendue, a passé des lois pour envoyer de l'argent en Ukraine. Et là, l'Ukraine a réussi à faire une percée en Russie. Donc, ça pourrait possiblement... tomber est une clé démocrate, donc on aurait un 10-3, on aurait une victoire éclatante. Et sinon, si jamais il n'y a pas de paix à Gaza et ça continue, et si, disons, l'Ukraine, ça ne fonctionne pas bien, ben on se retrouve quand même avec une situation de victoire, une courte victoire pour Kamala Harris. Donc, voilà qu'est-ce qui est de cette prédiction. Alan Lichtman a donc officiellement le modèle qualitatif qui a réussi à prédire toutes les élections sauf Bush contre Gore, depuis la fondation des États-Unis. On s'entend qu'il y a de la rétro-prédiction depuis 1980, mais certainement depuis 1980. C'est un développement significatif. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, je veux dire, évidemment, je ne cours pas au site de Paris, parier sur Kamala Harris pour cette raison-ci. Il reste beaucoup trop de choses à se passer. Trump est un candidat beaucoup trop différent de la norme pour que je parie contre lui. On voit un énorme enthousiasme pour Donald Trump de la part de ses supporters et un nombre quand même vraiment surprenant de gens qui veulent voter pour lui malgré l'ensemble des accusations qui pèsent contre lui. Mais de l'autre côté, l'économie a été difficile, il y a eu beaucoup d'inflation, les gens ont beaucoup souffert. Et on accorde beaucoup de crédit à Donald Trump sur l'économie versus les démocrates. Donc, comme c'est un des enjeux les plus importants, il faudrait être un peu trop optimiste pour parier beaucoup d'argent sur Kamala Harris à ce stade-ci. Donc, je tenais quand même à le dire, mais c'est un développement, à mon avis, très significatif que celui qu'on vient de voir où Kamala Harris est donnée gagnante. Donc, je trouvais que c'était un développement vraiment intéressant, surtout vu l'espace et le temps qu'on donne à ce modèle sur cette chaîne. Et il y a beaucoup d'autres nouvelles, je vais vous les présenter dans d'autres capsules. Donc, pour l'instant, je vais simplement vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à la prochaine.
Merci de regarder la vidéo. Merci d'être là. Si jamais vous en avez les moyens et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vais vous montrer comment faire. Vous venez à l'une des descriptions d'une de mes vidéos. Vous voyez ici le petit lien de la politique américaine expliquée, juste au début de la description du vidéo. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener à cette page qui vous permet de devenir membre, super membre, ami de la chaîne, pilier de la chaîne, patron sain de la chaîne. Ça dépend des niveaux de soutien. À partir de ami de la chaîne, j'avais créé un groupe Discord dans lequel les amis de la chaîne, on pourra discuter de politique ensemble à longueur de journée. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire. Si vous n'en avez pas les moyens ou si vous n'en avez pas envie, sachez que j'apprécie énormément chacune de vos vues et surtout chacun de vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner toutes vos opinions dans les commentaires de cette vidéo et j'ai déjà hâte de vous soumettre la prochaine capsule. Je vous dis une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine.